Donc, bienvenue à toutes et à tous. Cette troisième édition des Rendez-vous du Plan Bleu aujourd'hui va porter sur les risques côtiers liés au changement climatique en Méditerranée. Nous avons choisi ce sujet pour nous préparer ensemble à la COP27 qui va démarrer donc dans 10 jours en fait, à partir du 6 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte, donc dans un pays méditerranéen cette fois. On peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je vais m'introduire pour démarrer, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lina Todd, je suis la directrice adjointe du Plan Bleu. Et donc, j'ai l'honneur de vous guider aujourd'hui à travers cette édition des Rendez-vous du Plan Bleu. Voilà, et voici l'agenda que vous avez sans doute déjà vu, mais pour rappel, nous avons aujourd'hui 4 intervenants qui vont nous guider à travers des thèmes liés donc, aux risques côtiers du changement climatique en Méditerranée. On va démarrer par une présentation de Madame Fatima Driwesh, qui est coordinatrice du MEDEC, suivie par une petite séance de questions-réponses tout de suite après sa présentation, puisqu'elle va devoir nous quitter un peu avant la fin de notre rendez-vous du Plan Bleu aujourd'hui. Et puis ensuite, on va enchaîner avec 3 présentations qui vont se suivre. D'abord de Sarah Palazzo de Cities, la plateforme Océan Climat, sur les villes méditerranéennes face à l'élévation du niveau de la mer, suivi par une intervention de Michael Karner, chargé de mission au Plan Bleu, sur la gestion des zones côtières et des exemples au Maroc et au Monténégro. Et puis ensuite, c'est Colline Nias, donc chargée de mission au Plan Bleu également, qui va nous faire une présentation sur l'anticipation des risques. Est-ce que c'est possible? Avec l'exemple d'un projet local au niveau du sud de la France qui s'appelle Casadapt. Et puis, on va clôturer avec une séance de questions-réponses par rapport à ces 3 présentations de 20 minutes avant de conclure notre rendez-vous aujourd'hui. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, de les poser dans le chat, ce qui nous permettra de modérer au mieux les questions en fonction des différents intervenants. Et donc, sans tarder, je vais passer la parole à Fatima Driwesh, qui va pouvoir démarrer avec sa présentation. Merci beaucoup, Fatima, d'être là avec nous aujourd'hui. Merci, Lina, et merci pour l'invitation à participer à cet atelier-là. Je ne sais pas si vous voyez le... C'est bon, vous voyez l'écran ici? Mon écran? On le voit, c'est OK. tout bon. OK, donc bonjour tout le monde. Bon, vu le temps qui est un peu court pour les présentations, donc je vais juste rappeler voilà, quelques conclusions principales relatives au changement climatique dans la région méditerranéenne et dont certainement vous connaissez voilà, plusieurs entre elles. Et je commencerai par une des conclusions du premier rapport d'évaluation des changements environnementaux au niveau de la Méditerranée, élaboré par le MEDEC, donc le premier rapport de son genre se focalisant sur la région, et qui a conclu que toutes les sous-régions du bassin méditerranéen ont été impactés par les récents changements anthropiques, donc d'origine humaine, que ce soit le changement climatique ou les changements environnementaux en général, et que à la fois les systèmes naturels et humains ont été affectés par ces changements-là, donc négativement affectés par ces changements-là. Et ici, nous avons un peu une liste des types de changements
que connaît la région méditerranéenne. Un constat également confirmé par le dernier rapport du GIEC, le rapport du groupe de travail 2, publié récemment, et qui confirme que plusieurs changements enregistrés au niveau de la région méditerranéenne, y compris les inondations et l'érosion côtière, ont été attribués d'une façon ou d'une autre au changement climatique, en plus d'autres changements d'origine anthropique, et que la région a connu des impacts en cascade sur les écosystèmes marins et terrestres, et aussi, bien sûr, les secteurs socio-économiques de type agriculture, forêt, la pêche, tourisme, les ressources en eau, la santé, et ainsi de suite. Donc, déjà, les changements et leurs impacts sont là, les impacts sur l'homme et sur les écosystèmes. Et il y a un nombre assez important de changements déjà enregistrés, important également par les impacts enregistrés. Bien sûr, on sait que, comme le reste du monde, la région méditerranéenne, elle accusera encore des réchauffements additionnels dans le futur, dont l'intensité dépendra des émissions de gaz à effet de serre futures, mais elle connaîtra également un changement au niveau du cycle de l'eau en entier, que ce soit une évolution vers la réduction des précipitations, plus prononcée en été au niveau de la rive nord, et en hiver au niveau de la rive sud, mais également des changements qui vont vers le sens de la rédification de la zone, malheureusement, que ce soit à travers la réduction des écoulements ou la réduction de l'humidité du sol. Une réduction aussi de l'évapotranspiration, notamment au sud, parce qu'on est limité par l'eau. Donc, malgré le réchauffement, il y aura une réduction de l'évapotranspiration. Et bien sûr, tout cela va engendrer des difficultés en matière de gestion, comme illustré ici en haut à gauche. Donc, des difficultés de gestion qui seront exacerbées par les sécheresses. Et d'ailleurs, comme illustré dans la figure en bas, la région méditerranéenne est parmi les régions où la sécheresse est prévue être exacerbée, quel que soit les scénarios d'émissions futures, quelles que soient les émissions futures de gaz à effet de serre, mais l'intensité de cette sécheresse-là et de ses caractéristiques, elle dépendra quand même de l'intensité des émissions. Donc, plus on réduit les émissions, plus on réduit les risques, et plus aussi on réduit les difficultés de gestion, par exemple des ressources en eau, qui atteindront très vite leurs limites si les actions d'adaptation ne sont pas correctement mises en place, en plus de l'atténuation. Donc, quand on dit ressources en eau, on est en Méditerranée, on sait ce que c'est, mais quand on va, par exemple, au sud, on sait vraiment ce que c'est que la réduction des ressources en eau. Par exemple, cette année, il y a par exemple, le Maroc, il a connu une sécheresse bien sévère qui impacte et le moral et l'agriculture et plusieurs secteurs socio-économiques. Et on sait ce que fait, par exemple, la sécheresse dans la région. Un autre risque qui n'est pas des moindres, c'est celui lié à l'augmentation du niveau de la mer. L'augmentation du niveau moyen de la mer, au niveau de la Méditerranée, par exemple, mais aussi de l'Atlantique, et aussi l'augmentation des niveaux extrêmes. Donc, quand on dit extrême, ça veut dire que aussi les impacts risquent d'être extrêmes. Et donc, la région n'est
pas du tout exclus d'une augmentation accrue des niveaux extrêmes de mer, et ceci dès, par exemple, des scénarios enfin, relativement faibles émissions. Eh bien, n'en parlons pas de scénarios d'émissions élevés. Comment on dit, tous ces facteurs d'impact, ces facteurs générateurs d'impact, donc les changements au niveau de ces facteurs générateurs d'impact, que ce soit les précipitations, les températures, les fortes chaleurs, une augmentation des fortes chaleurs est aussi prévue, et bien sûr les risques liés à l'augmentation du niveau de la mer, donc inondations, intrusions marines et ainsi de suite. Tout cela engendrera des risques sur différents secteurs listés ici à partir du rapport du groupe 2. Donc, on voit que toutes les sous-régions, ils auront des risques, voilà, ils seront face à des risques multiples, que ce soit pour les écosystèmes marins, pour les risques côtiers, inondations, agriculture et ainsi de suite. Des risques pour le patrimoine culturel aussi, qui ne sont pas des moindres. Donc, il est important de prendre en compte ces risques-là, de mettre en place les actions nécessaires allant de l'adaptation à l'atténuation, mais aussi en touchant tous les aspects qui permettent de réussir ces actions-là. Bien sûr, l'atténuation, c'est à l'échelle globale, régionale et ainsi de suite. Et l'adaptation, bien sûr, pour tous les secteurs socio-économiques et les systèmes naturels et humains. Et bien sûr, il faut mettre en place ce qu'on appelle les enabling conditions, les conditions favorables à cette adaptation et bien sûr aussi à l'atténuation, tout en ne perdant pas de vue les besoins en développement durable. Et parlons adaptation, ici, il y a voilà, il y a cette figure-là qui illustre l'état de l'adaptation, mais par continent. Ce n'est pas sur la Méditerranée isolée, mais si on regarde par exemple l'Afrique et l'Europe, et on regarde où est-ce qu'on est par rapport à l'adaptation, où est-ce qu'on est pour les populations de haut niveau matériel, et pour les populations les plus démunies par continent, et aussi l'adaptation au niveau de plusieurs secteurs, par exemple les inondations liées aux précipitations, par exemple river flooding aussi, et les inondations côtières, vagues de chaleur, sécurité alimentaire et l'eau. Eh bien, quand on compare, par exemple, en Afrique et en Europe, mais aussi au niveau d'autres continents, on voit quand même que l'état d'avancement de l'adaptation par rapport à ce qui est requis, il diffère selon les populations. Et donc, les plus vulnérables, les plus exposés au risque, les plus vulnérables, ils sont les moins favoris en termes d'adaptation, et cela est propre à tous les continents. L'état d'avancement de l'adaptation, il n'est pas vraiment meilleur en Europe, par exemple, qu'en Afrique. Par exemple, pour l'adaptation aux inondations, si on prend ce cas-là, pour l'adaptation, par exemple, aux risques côtiers, par exemple, on a pris quand même l'habitude d'avoir ce continent quand même prendre un peu le lead, mais en matière d'adaptation, d'après ce résultat-là, il n'est pas forcément voilà, avancé malgré quand même les moyens. Donc, il y a les moyens, il faut aussi être convaincu, etc. Comme j'ai dit, la différence entre les personnes favorisées, économiquement favorisées, elle est quand même importante là
en Afrique, plus par exemple qu'en Europe. Mais dans tous les cas, il y a de la marge, il faut aller de l'avant avec l'adaptation dans tous les secteurs, y compris pour réduire les risques côtiers, donc au niveau des deux continents, et la région méditerranéenne n'est pas exclue de ce manque et de ce besoin en adaptation et de besoin en équilibre entre les différents types de populations. L'équilibre aussi, voilà, pardon, l'équilibre aussi présente un manque à gagner en termes de développement durable. Et je voudrais souligner que, y compris l'adaptation et l'atténuation, ont des synergies non négligeables avec le développement durable. Et ici, nous avons l'état du développement durable dans la région méditerranéenne. Et en présentant ici la différence entre le nord et le sud, eh bien, donc partout le sud voilà, n'est pas avancé, à part pour le SDJ 13 qui concerne les émissions. Donc la rive sud de la Méditerranée, voilà, et comparativement à la rive nord, donc elle est mieux placée. Mais sinon, pour le reste des SDGs, voilà, il y a un déséquilibre et il y a un manque à gagner, notamment au niveau de la rive sud. Avant voilà, de conclure, je voudrais rappeler ces conclusions aussi du groupe, voilà, du groupe de travail 2 qui souligne que pour renforcer équitablement la capacité d'adaptation régionale et de développement durable, donc, il y a place, il y a besoin de la coopération régionale, de renforcement de la coopération régionale, tenant compte de la nécessité de l'adaptation et tenant compte aussi des coûts et de la limitation financière. L'utilisation durable des ressources dans la région est très importante. Le partage et la coproduction des connaissances sont aussi importants et l'échange des pratiques et des connaissances dans les deux sens et dans les différents sens est aussi nécessaire. Et il souligne également qu'il y a encore un manque à gagner en termes de connaissances précises sur les impacts et les risques climatiques dans la partie sud et est du bassin méditerranéen, et cela limite voilà, la réussite des actions d'adaptation pour atténuer les risques de changement climatique. Et bien sûr, l'atténuation est très importante, sinon l'adaptation, il ne fera rien. Il faut absolument, bien sûr, réduire les émissions de gaz à effet de serre pour réduire les différents risques, que ce soit au niveau des zones côtières ou bien au niveau, voilà, au niveau des terres, au niveau de toute la zone méditerranéenne. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Fatima. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions dans le chat. Pour le moment, je n'en vois pas. On a 3 minutes d'échange avec Fatima. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment. Ben, le domaine est tellement, tout le monde connaît maintenant notre il y a une histoire. question, Fatima, c'est quelle place pour les jeunes dans cette impulsion de Lana Quildi? Ben, merci pour la question. Donc, c'est la place aux jeunes, je dirais.
Nous, les vieux, nous avons, bon, en tout cas, je parle de moi, par exemple, euh, nous avons émis, voilà, nous avons consommé, nous avons peut-être consommé de façon pas suffisamment réfléchie, en n'ayant pas forcément toute l'information nécessaire à temps, enfin, dès le plus jeune âge, par exemple. C'est pas comme eux, ils sont maintenant quand même relativement informés. Et donc, je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer, un grand rôle à jouer. Déjà, comment consommer et utiliser ces terres-là de façon responsable et durable, mais aussi œuvrer pour limiter et pour pousser voilà, tout le monde, pas que les décideurs, pour pousser tout le monde à limiter et les causes et les impacts des changements climatiques. Donc, je dirais, j'espère que, voilà, euh, ils seront de meilleurs héritiers à de mauvais anciens utilisateurs de ce globe-là. Et moi, sincèrement, je crois que voilà, la flamme est déjà passée voilà, vers les jeunes et que je les invite sincèrement à tirer les leçons des parents, des grands-parents, des anciennes générations et ne pas baisser la main jusqu'à arriver à nous pousser tous à aller voilà, sur la route qui mène vers voilà, une vie paisible et durable au niveau de la Terre. C'est un peu peut-être philosophique, mais de façon pratique, je pense que il y a plusieurs moyens, ce que je ne vais pas lister ici, mais n'hésitez pas à utiliser tous les moyens responsables pour, voilà, pour aider et s'entraider à arriver à combattre voilà, ce changement climatique, mais les changements qui ne vont pas dans le bon sens pour notre planète. Merci beaucoup, Fatima. Est-ce que vous avez encore 1 minute pour répondre à une question? Je sais que vous aviez un autre rendez-vous. Alors, il y a une question. Existe-t-il des données sur le gain économique à gagner en mettant en place des plans d'adaptation et d'atténuation dès aujourd'hui par rapport à plus tard? Car c'est ce qui peut parler le plus concrètement aux décideurs. Oui. Le gain économique, effectivement, donc il y a des études voilà, et qui sont aussi synthétisées dans les différents rapports que j'ai cités à titre d'exemple. En tout cas, il est démontré que l'inaction coûtera beaucoup plus cher que l'action. Et l'action tardive coûtera plus cher que l'action actuelle. Et l'évaluation en dollars, en euros ou dans une autre monnaie, elle existe. Et donc, voilà, donc c'est tout à fait normal de faire les évaluations économiques. C'est très important. Ben, les évaluations économiques existent et la cherté de l'inaction et du retard de l'action par rapport à l'investissement dans l'action voilà, en temps opportun, il est démontré aussi, il est établi. Voilà. Merci beaucoup, Fatima. Merci d'avoir pris le temps. Donc, Fatima Driouech, qui est coordinatrice MEDEC, le réseau de scientifiques qui travaillent sur les changements environnementaux et climatiques en Méditerranée, avec maintenant, il me semble, environ 700 scientifiques qui ont rejoint le réseau. Donc, c'est vraiment un réseau qui est devenu très important dans la région et dont le secrétariat est hébergé par le Plan Bleu à Marseille. Donc, merci beaucoup, Fatima. Merci à vous et voilà, bonne continuation. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Donc maintenant, on va entamer la deuxième partie
avec 3 présentations qui vont se suivre. Et à la fin, on aura une session de questions-réponses communes à ces 3 présentations. Vous pouvez dès à présent mettre vos questions dans le chat, dans le questions et réponses. Enfin, c'est sur la barre Zoom aussi en bas de votre écran. Alors, je passe la parole tout de suite à Sarah Palazzo qui représente la plateforme Océan Climat et plus particulièrement la partie Cities, donc qui travaille sur les villes. Sarah, la parole est à vous. Merci. Oui, bonjour, merci Lina. J'espère que mon son est meilleur. N'hésitez pas à me le dire si ça ne va pas du tout. C'est très bien, c'est très bien. Très bien. Donc, je suis Sarah Palazzo, assistante du projet Cities à la plateforme Océan et Climat. Et je remercie le Plan Bleu et le MEDEC également pour cette invitation à parler de l'adaptation des villes méditerranéennes à l'élévation du niveau de la mer. Et l'objet de ma présentation va porter sur le rapport que nous avons publié avec le Plan Bleu, la ville de Marseille et le MEDEC, intitulé Adapter les villes et territoires côtiers à l'élévation du niveau de la mer en Méditerranée, défis et bonnes pratiques. Mais avant toute chose, j'aimerais un peu rapidement vous présenter la plateforme Océan et Climat et le projet Cities. La plateforme Océan et Climat, c'est un réseau de 100 organisations qui sont à la fois des ONG, des instituts de recherche, des centres scientifiques ou encore des représentants de secteurs privés ou des collectivités territoriales qui travaillent sur les enjeux océan et climat. Et donc, la plateforme a été créée en 2015 à la veille de la COP21 pour pousser ces enjeux d'océan dans les négociations climatiques puisque l'océan était complètement absent des discussions. Et donc aujourd'hui, on s'appuie sur l'expérience et sur l'expertise de tous nos membres pour produire des recommandations dans le travail de plaidoyer que fait la plateforme Océan et Climat, dans le cadre des conventions cadres des Nations Unies pour le climat et la biodiversité. Et donc il y a 2 ans, on a lancé le projet Cities, qui travaille à la facilitation de la mise en œuvre des stratégies d'adaptation des villes côtières à l'élévation du niveau de la mer. Et donc, l'un de nos principes phares, c'est le partage entre pairs, le partage d'expériences et de connaissances, et ça se matérialise très concrètement par le biais d'organisations d'ateliers régionaux qu'on a fait déjà dans 4 régions du monde, en Europe du Nord, en Méditerranée, sur la côte ouest des États-Unis, en Afrique de l'Ouest, et on en prévoit un également en 2023 dans le Pacifique. Et donc, à l'issue de ces différents ateliers, on produit des rapports qui ont une véritable valeur analytique d'identifier les défis à l'adaptation dans ces différentes régions, les obstacles, mais aussi les leviers, et de mettre en valeur les bonnes pratiques qui sont développées à l'échelle régionale pour la résilience des littoraux. Et donc, dans ce cadre-là, le 26 avril dernier, on avait organisé l'atelier Cities en Méditerranée avec le Plan Bleu et la ville de Marseille, qui avait réuni plus de 40 experts sur ces enjeux. Donc, ce sont à la fois des gestionnaires de littoraux, mais aussi des élus, des bailleurs ou encore des scientifiques qui ont permis de discuter et d'identifier les enjeux. Et donc, nous avons publié ce rapport que je vais vous présenter. La principale, et j'aimerais d'abord poser un peu le cadre de l'adaptation en Méditerranée et pourquoi c'est important de s'adapter à l'élévation du niveau de la mer. Ça a été déjà un peu évoqué dans la présentation précédente, mais les littoraux et les villes urbaines en Méditerranée sont particulièrement vulnérables à l'élévation du niveau de la mer, puisqu'un tiers de la population en Méditerranée vit dans des villes côtières. Et dans le même temps, on a un phénomène d'érosion qui est déjà présent, qui est continu de fait de pressions anthropiques, puisque les centres urbains s'étalent et qu'il y a une concentration urbaine de plus en plus importante, alors qu'en même temps, on a les impacts du changement climatique qui se matérialisent avec l'élévation du niveau de la mer, qui aggrave cette érosion et aussi qui provoque des événements extrêmes plus intenses et plus fréquents. Les impacts, ils sont multiples, ils sont économiques, bien sûr, puisqu'on parle d'impact sur les habitations, sur les infrastructures routières, portuaires, sur le tourisme également, mais ils sont aussi identitaires et culturels. On dénombre 49 sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité
qui sont situés en zone côtière en Méditerranée. Et face à ces risques, l'approche qui a été privilégiée jusqu'à présent en Méditerranée, c'est plutôt une approche en réaction, donc pas vraiment de planification de long terme, en réaction donc à l'érosion et à des événements extrêmes, et une logique plutôt de fixation du trait de côte, donc qui repose sur la construction de protections en dur ou de protections douces. Sauf que ce sont plutôt les protections douces, on parle de réensablement ou de rechargement des plages, ce sont des mesures de court à moyen terme, donc qui ont une durée de vie un peu courte. Alors qu'à l'inverse, les mesures d'accommodation, les solutions fondées sur la nature, mais surtout les stratégies de relocalisation, de retrait stratégique, sont très peu développées et très peu testées autour de la Méditerranée. Donc ça, c'est un peu le contexte qu'on a pu identifier, le contexte global. Et face à ces enjeux, le principal axe d'action, ça va être de renforcer la résilience collective. Renforcer la résilience collective en Méditerranée, c'est à la fois consolider la coopération régionale, donc à l'échelle de la Méditerranée, et aussi d'avoir une approche intégrée, plus locale, mais une échelle d'action géographique qui est plus élargie que la ville en elle-même, qui va aussi intégrer les rétro-littoraux. Donc à l'échelle méditerranéenne, on a identifié de nombreux leviers qui vont permettre de faciliter l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer. Ces leviers, ils sont institutionnels, puisqu'il y a de nombreux cadres de coopération qui existent déjà sur la gestion du littoral en Méditerranée, et on pense particulièrement au protocole de gestion intégrée des zones côtières. On a aussi des réseaux de villes qui travaillent sur ces enjeux, tels que MedCité, et en parallèle, une expertise régionale qui se développe et qui se développe, et aussi des réseaux de connaissances, de partage de connaissances également. Et dans ce cadre-là, le travail du Plan Bleu et du MEDEC, et notamment de l'Observatoire méditerranéen pour l'environnement et le développement durable, est extrêmement important pour avoir une compréhension plus fine du changement climatique et de la vulnérabilité des villes côtières. Mais dans le même temps, il y a aussi des blocages, des blocages ou des limites à ces cadres, puisque la prise en compte de l'enjeu de l'élévation du niveau de la mer est plutôt récente. Et donc, ça ne prend pas en compte les spécificités que soulève l'élévation du niveau de la mer, puisqu'on parle d'horizons temporels qui sont extrêmement longs, d'incertitudes très fortes. Et donc, il va falloir adapter aussi ces cadres à ces enjeux spécifiques. Et le deuxième blocage identifié, c'est des disparités géographiques très importantes, notamment entre le nord et le sud, sur les niveaux de connaissances et les ressources à disposition, les ressources financières, mais aussi les ressources de tout type en ressources humaines, pour développer des stratégies d'adaptation. Donc, les principaux leviers qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est à la fois développer des instruments, des orientations stratégiques qui vont être spécifiques à ces enjeux, et c'est de davantage aussi encourager les réseaux de partage de connaissances et d'expériences, et surtout entre villes qui ont des défis assez communs et similaires. Dans le rapport, on cite notamment le projet SCORE, qui est développé dans 10 sites pilotes en Europe et beaucoup de villes méditerranéennes, et aussi en Turquie. Et dans ces sites pilotes sont développés des Living Labs où se réunissent plusieurs types d'acteurs pour développer des stratégies d'adaptation. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec ce projet, c'est qu'on a un véritable partage d'expériences et de connaissances qui se fait entre ces 10 sites pilotes, et donc qui permet d'accélérer, de faciliter l'adaptation. Je l'ai dit, la deuxième approche territoriale, c'est d'avoir vraiment une approche intégrée à l'échelle locale entre les villes et les territoires alentours, donc avec les rétro-littoraux. C'est essentiel parce que face à l'élévation du niveau de la mer, les territoires sont interdépendants socio-économiquement, institutionnellement, culturellement aussi. On prend l'exemple notamment dans le rapport des villes de Koper et Isola qui, face à l'érosion galopante qu'il y avait près de la route côtière qui lie ces deux villes, elles ont été dans l'obligation de développer un projet commun de relocalisation. Donc elles ont véritablement travaillé ensemble puisque leur attractivité, leur économie dépendaient directement de cette route côtière qui était menacée par l'érosion et par l'élévation du niveau de la mer. C'est aussi crucial quand on pense à l'impact environnemental que pourront avoir les stratégies, les options d'adaptation sur l'ensemble du littoral. On sait très bien que la construction de barrages va avoir des conséquences sur les dynamiques sédimentaires.
Là, je mets l'exemple du barrage d'Assouan sur ma diapositive, mais on peut aussi penser à la construction des protections en dur, de digues, mais aussi de ports qui impactent les plages, pas seulement directement, mais qui ont des répercussions sur tout le littoral. Et dans le même temps, avoir cette approche plus large de l'action, ça permet aussi de mutualiser les ressources, les connaissances, ça crée des opportunités et ça ouvre aussi le champ d'options pour les solutions, et notamment pour les solutions fondées sur la nature qui sont très dures à mettre en œuvre dans des espaces qui sont déjà trop construits, très construits comme des villes. Et donc intégrer les territoires autour, c'est aussi permettre de développer davantage de restauration écologique et d'écosystèmes qui sont bénéfiques à la protection du littoral. Le deuxième enjeu pour les villes méditerranéennes, ça va être d'articuler les solutions à travers le temps, du court à moyen et au long terme. On le sait, les villes méditerranéennes sont déjà confrontées à l'érosion, elles sont déjà confrontées à des tempêtes qui dégradent leur littoral et elles doivent y répondre à court terme et immédiatement. Et à ce jour, elles privilégient plutôt une approche en réaction, on l'a dit, et de la reconstruction à l'identique qui va tendance à renforcer la vulnérabilité du territoire sur le long terme et n'être des solutions que de court terme. Et un cas très emblématique, c'est la ligne de train Maresme en Espagne, sur la côte catalane, qui a subi de nombreuses dégradations, et notamment après la tempête de 2020 Gloria, à laquelle les autorités ont répondu par de la reconstruction identique et par plutôt une stratégie de protection en dur, alors que les études tentent à plutôt valoriser une approche plutôt de retrait de cette ligne plus loin dans les terres. Donc pour faciliter à court terme cette adaptation plutôt vers un long terme, il y a des leviers à court terme qui vont faciliter cette adaptation. On pense, je ne vais pas citer tous ces leviers, mais pour prendre un exemple concret, les zones de retrait qui sont prévues par le protocole de gestion intégrée des zones côtières, ça permet de prévenir du risque à court terme et donc de faciliter le déploiement de stratégies qui vont être plus lourdes à long terme. Mais il faut vraiment intégrer que ces mesures de court terme, ce sont des mesures de transition et que l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer, elle va parfois exiger des relocalisations, des retraits stratégiques qui sont difficiles à mettre en œuvre. Et donc, il y a tout un cadre méthodologique qui est développé par la science qui s'appelle les Adaptation Pathways ou les trajectoires d'adaptation en français, qui articulent justement ces mesures dans le temps et qui permet de construire un projet de littoral ensemble. Généralement, on promeut la co-conception avec les populations et notamment la jeunesse, c'est très important, pour atteindre des objectifs qui répondent à des enjeux sociaux et environnementaux et qui ont pour objectif donc d'accroître la résilience des littoraux d'ici 2030, 2050, mais aussi 2100. Donc voilà, un exemple très concret de relocalisation que je ne développe pas trop, ça va être Sète, la route qu'il y a sur le Lido de Sète à Marseillan et que je vous invite aussi à consulter dans le rapport. J'ai pas le temps de tout évoquer de ce rapport et notamment le cadre de l'adaptation de l'activité touristique. Et pour ça, je vous invite vraiment à consulter le rapport et les références qu'on y fait et les sites internet. Et bien sûr, je répondrai à toutes vos questions si vous en avez. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sarah. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant dans le champ Q&A, donc Question Answers, en bas de votre barre Zoom. Comme ça, nous allons pouvoir les traiter à la fin de cette séance de 3 présentations qui s'enchaînent. Donc, merci beaucoup, Sarah. On va passer maintenant à Michael Karner, qui est chef de projet au Plan Bleu. Michael, la parole est à toi. Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Michael. Ok, super, merci. Merci Lina, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ces rendez-vous du Plan Bleu. Alors, je m'appelle Michael Karner, je suis chargé de projet au Plan Bleu et je travaille notamment sur la gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée et la restauration écologique
des zones humides, entre autres. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de gestion intégrée des zones côtières en particulier. Sarah Palazzo a évoqué ce concept dans sa présentation, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En gros, en Méditerranée, on a le protocole de gestion intégrée des zones côtières depuis 2008. C'est un outil légal de la Convention de Barcelone qui est au service de la gestion intégrée des zones côtières et qui permet aux pays signataires de la Convention de Barcelone de suivre et d'adopter une approche systémique et holistique à la côte et au littoral. La gestion intégrée des zones côtières vise à comprendre les pressions principales qui s'exercent sur le littoral afin d'y inscrire des stratégies de gestion durable. Le littoral, comme on vient de le voir à travers ces nombreux exemples méditerranéens, est une zone complexe. C'est une interface entre la terre et la mer, aussi bien pour les humains que pour les non-humains. C'est une zone qui concentre une multiplicité d'activités, de population et d'usage, et surtout en Méditerranée, de par notre histoire, de par l'intensité des échanges, des migrations, des conflits, on voit vraiment qu'on est face à une zone littorale complexe qui est actuellement soumise à de très fortes pressions, comme on vient de le voir, et qui est également la zone touristique la plus prisée au monde en ce qui concerne certaines zones de la Méditerranée. Donc, on a vraiment un gros travail à faire pour permettre à la fois une adaptation et le développement de ces activités qui sont importantes pour toutes les rives de la Méditerranée. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de zoomer un peu sur deux exemples concrets du travail du Plan Bleu qui concernent des dispositifs de gouvernance participative qu'on essaye de mettre en place dans deux sites pilotes, au Monténégro et au Maroc. On pense que la gouvernance participative est nécessaire au niveau local pour comprendre réellement les pressions qui s'exercent en termes des impacts du changement climatique, en termes des pressions exercées par le tourisme, par l'agriculture, par la consommation de ressources, etc. Et dans ces zones pilotes, on est en train d'engager le maximum de parties prenantes venant de plein de secteurs différents, des jeunes, des moins jeunes, des acteurs associatifs, des acteurs gouvernementaux, afin de créer un véritable dialogue au niveau local dans la perspective de vraiment concevoir ensemble des solutions d'adaptation à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour cela, on utilise une méthode, Climagine. C'est une méthode donc participative, comme je l'ai dit, et de prospective qui vise à développer des visions du futur pour nourrir nos actions du présent. Cette plateforme, comme je l'ai dit, réunit des acteurs travaillant dans différents secteurs et à diverses échelles. On considère que les participantes sont des experts à leur niveau. Un acteur dans une ONG locale a autant de légitimité dans son évaluation de la situation locale qu'un acteur du ministère. C'est au moins cette horizontalité qu'on essaye de créer. Et donc, Climagine, concrètement, c'est des ateliers et un travail d'expert entre chaque atelier pour fournir la matière. Et je vais essayer de retracer ce processus dans deux sites pilotes pour vous. Slide suivante, s'il te plaît, Pauline. Merci. Donc, dans le cadre d'un programme méditerranéen financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le Plan Bleu, avec de nombreux autres partenaires méditerranéens, met en œuvre cette méthodologie Climagine dans la région Tanger-Tétouan, Al Hoceima au Maroc et dans la baie de Kotor au Monténégro. On met en œuvre la méthodologie Climagine pour informer le développement de plans côtiers qui sont menés par notre centre sœur, le CARPAP, situé en Croatie. Les plans côtiers, c'est quoi? C'est des plans de gestion intégrée du littoral qui s'inscrivent sur une durée de 20 ans et qui essayent de vraiment comprendre les pressions qui s'exercent sur une zone littorale précise et les possibilités d'adaptation, de meilleure gestion des ressources
les possibilités de mieux inclure les populations, etc. Comme vous le voyez sur ces deux cartes, on est face à deux régions assez différentes. La région Tanger-Tétouan, l'Hoceima au Maroc, est une grande région avec un littoral atlantique et un littoral méditerranéen. On travaille sur le littoral méditerranéen, non loin de Tanger, situé sur le détroit de Gibraltar, avec le trafic maritime et portuaire et touristique aussi qu'on s'imagine. Si je passe à la baie de Kotor, vous voyez déjà le relief de cette zone. La topologie est très contraignante. C'est une zone extrêmement exiguë, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, accueillant de nombreux touristes chaque année. Et on voit à cause de cette topologie que tous ces usages essayent de s'inscrire dans cet espace minuscule, avec 3 municipalités qui sont obligées de réfléchir à l'avenir de leur baie de Kotor. Si on passe à la slide suivante, je vais vous expliquer un peu mieux en quoi consiste notre travail dans ces deux sites. Donc, comme je l'ai évoqué, le maître programme du Fonds pour l'environnement mondial contient de nombreuses lignes de travail sur la pollution marine et littorale, par exemple, et sur la gestion intégrée des zones côtières. C'est à ça qu'on va s'intéresser à présent. On a 2 projets en cours, les projets 2.1 et SCCF. Sans rentrer dans les détails, ce sont des projets qui travaillent sur la gestion du littoral et sur l'adaptation côtière. J'ai mentionné nos partenaires du CARPAP en Croatie, mais on travaille aussi avec le Global Water Partnership Mediterranean, basé à Athènes, et le Programme hydrologique international de l'UNESCO, basé à Paris. Donc, ces 2 projets sont inscrits dans des réalités territoriales, locales, qu'on essaie de comprendre à travers ces ateliers Climagine, en rassemblant, comme je l'ai dit, à travers 4 ateliers, des parties prenantes issues de plein de secteurs différents. On est en train de les rassembler de manière périodique pour comprendre leurs besoins, leur vision de leur zone présente et future, leur vision de comment mieux créer une coopération entre les différentes parties prenantes au niveau local, à partir d'une évaluation sans décomplexée et réaliste de la situation actuelle qui est effectivement dramatique dans ces zones. Fatima Driouech a mentionné la sécheresse qu'a connue le Maroc cet été, dramatique. Les problèmes d'approvisionnement en eau sont également présents au Monténégro, donc il y a vraiment un gros travail à faire. En parallèle, j'évoquerai aussi le travail de mon collègue Antoine Lafitte, qui essaye de développer un cadre conceptuel pour mieux comprendre le développement, l'évolution des côtes en Méditerranée, un cadre conceptuel pour l'observation côtière, nourri d'indicateurs vraiment au niveau régional, qu'on est en train d'établir à partir de ces informations et ces réalités locales. Pour dire seulement quelques mots sur le deuxième projet que vous voyez en bas de cette slide, le projet SCCF, lui se concentre vraiment sur les risques climatiques. Il essaie de comprendre ces risques pour concevoir, avec toutes ces parties prenantes engagées à travers les ateliers, des solutions d'adaptation pour ces régions, à partir d'une approche écosystémique, à partir d'une analyse locale des liens entre le changement climatique et le genre. Effectivement, sur ce point-là, on voit que le changement climatique vient se superimposer à travers ses impacts sur des inégalités et des vulnérabilités de genre qui sont déjà existantes. Si je donne un exemple sur l'eau, le manque d'approvisionnement en eau impacte directement et de manière plus importante les femmes dans une bonne partie de la région qui sont souvent responsables de l'approvisionnement en eau de leur domicile, de leur foyer en zone rurale à des fins domestiques et agricoles. Donc on essaye de comprendre comment au niveau local, ces inégalités de genre sont exacerbées par le changement climatique et créent encore plus de pression
au niveau du genre, mais aussi au niveau d'un exode rural potentiel, au niveau d'une migration régionale potentielle, etc. Deux autres activités à venir, pardon Pauline, si tu peux revenir, concernent la conception de solutions concrètes d'adaptation côtière et engager les acteurs du privé, des secteurs financiers, banquiers et de l'assurance pour financer les solutions d'adaptation locale. La slide suivante, s'il te plaît, Pauline. Je ne vais pas m'attarder sur cette slide pour laisser plus de place à Colline et aux questions. C'est juste une slide qui résume en gros les 4 ateliers qu'Imagine. Vous voyez qu'on essaye de partir du général pour arriver vers le détail. Le général commence avec l'atelier 1, comprendre le contexte régional, les pressions qui s'exercent sur la zone pour développer les dimensions de durabilité clés à travailler dans cette zone, qui seront notamment travaillées à travers l'élaboration participative d'indicateurs de durabilité pour la zone selon une identification des secteurs vraiment clés sur lesquels on doit travailler. Je vous invite à consulter notre page, aller sur notre dernière slide pour avoir plus d'informations sur le processus lui-même, mais pour l'instant, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, l'exemple de la région Tanger-Téton à l'Océima, juste pour vous donner une idée, au bout de ces 2 ateliers qu'on a tenus là-bas au mois de mars et au mois de septembre cette année, on a pu identifier les secteurs prioritaires à prendre en compte dans cette région. Elle concerne l'usage de l'espace au niveau du littoral, la durabilité du développement spatial et la protection du littoral au niveau de la biodiversité, les besoins de l'économie verte et bleue et leur potentialité aussi, les défis en termes d'eau, de risque et de pollution, etc. Et à partir de cette mise en relation des secteurs prioritaires et des défis prioritaires de la zone, on peut concevoir des chemins, des cheminements d'adaptation plutôt futurs de manière participative. Slide suivante, s'il te plaît, Pauline. Je résume. Et pour vous expliquer un peu où on en est au niveau du processus, on a déjà organisé 2 ateliers qu'Imagine dans chaque zone pilote au Monténégro et au Maroc. On en est à l'étape où on est en train de créer avec les participants et les experts des indicateurs de durabilité pour refléter l'évolution de ces défis prioritaires au cours des années à venir et surtout pour développer des recommandations stratégiques pour les plans côtiers. Les plans côtiers sont des instruments légaux qui orientent les stratégies de développement du littoral dans ces zones. Et donc, on voit qu'à partir de ces ateliers participatifs, du travail des experts et de nos collègues du CARPAB pour élaborer ce plan côtier, on arrive à quelque chose de concret qui peut orienter le travail des décideurs, mais aussi de la société civile, au niveau municipal et aussi au niveau national. Pour résumer les activités à venir, on va travailler sur le nexus changement climatique et genre et les risques côtiers au Maroc au mois de décembre. J'invite nos participants marocains à nous rejoindre. Et je salue notamment Maria Snoussi, une experte qui est parmi nous aujourd'hui et qui a énormément contribué à ce travail sur les risques côtiers et qui contribue également à l'élaboration du plan côtier pour la région de Tanger, Téton à l'Océima. Et nos prochains ateliers locaux sur les plans côtiers auront lieu en début 2023 dans la baie de Kotor et dans la région Tanger, Téton à l'Océima. Donc voilà un peu une vue d'ensemble d'une approche de gouvernance participative qui est en cours. On n'a pas tous les résultats à vous présenter et je vous invite à nous contacter si vous aimeriez avoir plus de détails sur le processus en consultant la page web ou en me consultant directement. Merci beaucoup. Merci, Michael. Je passe tout de suite la parole à Colline Nias, qui
qui est chargé de mission au Plan Bleu et qui va nous parler d'un projet local sur la question de l'adaptation côtière au changement climatique dans le sud de la France. Colline, la parole est à toi. Merci Lina, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Colline Niaz, chargée de mission adaptation du littoral au changement climatique. Donc cette mission nécessite effectivement de prendre en compte, comme on le voit, l'identification de certains risques côtiers, mais aussi un enjeu de vulnérabilité du territoire, donc croiser un peu ces différentes notions. Alors comme je suis sur un projet recherche-action, je vais en profiter pour revenir sur cette notion de vulnérabilité qui revient sur les différentes présentations l'ont mentionné à plusieurs égards, mais pour refaire le point ensemble. Donc cette vulnérabilité, lorsqu'on parle d'un territoire, c'est vraiment cette identification à la fois des aléas, des enjeux, des enjeux socio-économiques qui sont exposés, mais également un ensemble de pratiques de gestion qui vont venir se confronter justement à ces aléas et ces enjeux, mais également des représentations. Donc, ce sont les usagers, les gestionnaires de ces espaces-là. Et cette combinaison-là nous donne aussi cette notion de vulnérabilité systémique. Et donc, ce qui est intéressant aussi quand on travaille sur cette recherche-action et dans ces écosystèmes, dans ces milieux qui croisent, qui font ces ponts entre la science et l'action, c'est aussi de croiser plusieurs disciplines. C'est également l'enjeu du projet, croiser donc les sciences de l'environnement qui font un état des lieux extrêmement précis et fin sur différentes échelles. On l'a vu à la fois au niveau mondial, mais aussi méditerranéen, avec le travail exemplaire du MEDEC sur ces questions. Donc de croiser ces sciences, ces données qui sont de plus en plus donc finement travaillées et mises à disposition, mais également donc les sciences humaines et sociales, qui nous permettent cette fois-ci aussi de prendre la mesure du risque. Et je voulais aussi un peu jouer sur cette notion-là lors de cette présentation. C'est mesurer et anticiper les risques côtiers, c'est à la fois les mesurer avec des outils, donc des outils de travail qui sont des outils, donc des outils qui naissent des sciences environnementales, des indicateurs, etc. Mais aussi prendre une mesure collective de ces enjeux-là. Et là, souvent, ça fait appel aussi à des temporalités et à des besoins de travail un petit peu différents sur le territoire. Si ce projet que je vais maintenant présenter, le projet CASADAPT, qui est donc cette recherche-action, et j'insiste sur la recherche-action, parce qu'il est aussi encore itératif, en construction, en co-construction, qui vient justement aider à adapter les socio-écosystèmes. Ce terme aussi assez complexe, mais qui veut simplement parler de la dimension complexe aussi de ces espaces à l'interface terre-mer, adapter les socio-écosystèmes du littoral méditerranéen au changement climatique. Donc ce projet qui est financé par la Fondation de France est porté par le Plan Bleu, mais également Air Climat et le GREC Sud, et avec un ensemble de partenaires aussi qui sont extrêmement importants sur ce travail-là, puisque l'idée, c'est vraiment de travailler avec le territoire le plus possible. Donc, on a un travail avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également avec la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, les différentes directions de cette communauté d'agglomération, et le conseil de développement de la CASA. Donc, CASA, c'est le petit nom pour la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. Il va peut-être sortir sans que je l'explicite. Et donc, ce travail collectif-là est extrêmement important pour la dimension recherche. Donc, ce projet de recherche-action, c'est à la fois de dresser un profil environnemental et climatique du territoire, donc de proposer un premier diagnostic. Donc, qu'est-ce qui se joue vraiment? Quels sont les aléas qui sont concernés, qui concernent ce territoire, mais également comment on se représente ces aléas. Et vraiment, l'enjeu, c'est de faire un pont entre ces différentes façons de travailler le territoire, et donc à travers un ensemble d'ateliers. Donc c'est aussi la dimension action qui
qui est présent, donc de créer des ateliers aussi de rencontres. Donc là, on est aussi dans la ligne droite de la méthode Climagine, hein, sur cette notion d'horizontalité, de créer des espaces de travail collectif qui permettent de reprendre ces notions et de se mettre d'accord aussi. Hein. Ce qu'on va le voir, ces diagnostics-là, il y a vraiment un enjeu de se mettre d'accord sur cette production scientifique et sur ce qui se joue au local. Et donc l'action, in fine, l'idée, ce serait vraiment d'arriver à opérationnaliser sur le territoire, donc remettre en place un ensemble de dispositifs d'actions locaux, sur les modèles aussi qui sont notamment qui sont proposés par des plateformes comme la plateforme Océan et Climat et toutes ces notions et ces exemples d'adaptation qui sont extrêmement porteurs, donc faire ce pont et ce lien déjà avec ces échelles-là, mais aussi concrètement au local, d'arriver à aménager le territoire en étant ambitieux et en essayant d'aller au plus proche de ce qu'est s'adapter à l'urgence des changements climatiques. Et donc l'urgence, ça veut dire aussi, au-delà des mots-clés qu'on a mobilisés, c'est vraiment de prendre la mesure avec des outils extrêmement opérationnels. Et in fine, donc là, on est effectivement pas encore dans cette notion-là, mais la capitalisation et la diffusion de l'expérience, donc de voir sur le bassin méditerranéen comment ça peut nourrir, comment ces ateliers de prospective peuvent nourrir aussi, outiller d'autres travaux ailleurs sur le bassin méditerranéen, dont des territoires qui, effectivement, on l'a vu, hein, partagent des enjeux socio-économiques parfois extrêmement similaires, des contraintes aussi topographiques, des contraintes d'urbanisation qui sont des fois tellement importantes que voilà, ça peut donner vraiment un travail collectif sur ces notions. Donc, je revenais sur l'idée de mesurer les risques côtiers. Là, c'est important parce qu'on est sur un travail, donc on a mentionné le travail du MEDEC à l'échelle du bassin. Et c'est toujours intéressant de voir que quand on descend aux échelles territoriales qui sont des fois plus fines, ça pose un ensemble d'enjeux sur à quel point on arrive à descendre et à régionaliser la connaissance. Donc là, on est en train, il y a toute une production d'indicateurs et de connaissances au niveau local qui est en train d'être produite, donc, notamment, donc, on pense au GREC Sud, qui est ce groupe régional d'experts sur le climat, qui là aussi, en lien avec le MEDEC, adapte aussi au moyen de cahiers territoriaux et thématiques ces indicateurs à la région, qui fait appel à des scientifiques et des chercheurs de la région pour la caractériser et puis pour se sentir concernés, pour qu'il y ait un concernement aussi autour de ces questions, qu'on ne soit pas forcément sur des chiffres qui semblent nous dépasser aussi et dépasser les territoires, donc vraiment territorialiser la connaissance. La plateforme Mon Littoral portée par l'Adréal et la région PACA qui est aussi vraiment centralisatrice, qui est une plateforme du coup collaborative qui travaille sur ces enjeux de gestion du littoral, donc qui rassemble cette connaissance, mais qui est aussi porteuse de solutions sur ce littoral, d'agréger aussi ces différentes solutions locales, donc de penser territoire par territoire, parce que la région PACA est extrêmement variée et donc pose des questions très différentes selon les tronçons qu'on va considérer. Et des études spécifiques qui vont nourrir aussi le travail sur lequel on planche, donc qui sont menées notamment par le CEREMA. Donc on est sur des scénarios d'ennoiement des côtes basses liés à la hausse du niveau de la mer, une production d'indicateurs aussi d'exposition qui vont être extrêmement précieux par la suite. Je pense aussi aux études du BRGM sur le recul du trait de côte des falaises littorales, donc sur Aix-Marseille Métropole cette fois-ci. Et au niveau de la CASA, où on est sur un travail actuel de réflexion sur la stratégie de gestion intégrée du littoral. Donc là, c'est recenser aussi les différents ouvrages. Donc on passe le fonctionnement des cellules hydrosédimentaires. Donc on est sur ce enjeu de connaissance, de production de connaissances locales qui est un préalable aussi à tout ce travail sur le territoire. Et donc, cette mesure-là, elle est aussi faite dans le cadre donc, du projet CASADA, puisqu'il y a vraiment la production d'un diagnostic sur le changement climatique local, où on essaye de recenser ces notions-là. Mais en faisant ce diagnostic, on se rend compte aussi qu'on est aussi en production d'incertitudes, de certitudes et d'incertitudes. C'est-à-dire qu'à la fois, on va montrer des trajectoires
de température moyenne annuelle qui vont pouvoir varier selon les différents scénarios, on l'a vu. Quantifier la pluviométrie, la modification de la pluviométrie, c'est extrêmement complexe. Donc, on est à la fois porteur de grandes tendances. Donc, avec ces documents-là, on montre aussi les tendances fortes qui sont extrêmement inquiétantes. Mais on est aussi générateur de documents où on est face à une problématique sur les seuils et les temporalités sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, l'idée de prendre la mesure aussi du phénomène, c'est aussi, au-delà des chiffres, c'est vraiment prendre la mesure de ces trajectoires et de ces tendances, des événements extrêmes aussi qui sont amenés à se multiplier, surtout sur un territoire comme celui donc, de Sophia Antipolis, où il y a un nombre d'arrêtés, vous voyez sur le slide, bon, alors c'était pas très visible, mais qui est en violet, où on a plus de 40 arrêtés catastrophes naturelles depuis les années 80, tout comme Marseille, d'ailleurs on fait un pont merveilleux entre du coup, nos deux institutions, sur ces nombres d'arrêtés qui est extrêmement important. Donc on a un enjeu très fort au niveau local, donc ça veut dire jouer sur comprendre vraiment ce qui se passe sur le territoire et jouer sur les représentations que l'on a de ces changements climatiques. Et donc, au-delà de cette modélisation, l'idée, c'est vraiment de penser la résilience, d'arriver à penser la résilience en ayant une approche qui soit donc de planification urbaine, puisque c'est aussi l'enjeu du projet, donc d'arriver à planifier sur ce littoral en gérant un ensemble aussi de facteurs et de risques qui sont très variés. Là, on a mentionné l'élévation au niveau de la mer, mais il y a aussi les risques incendies, il y a les risques, les îlots de chaleur, les risques de canicule. Enfin, ça joue vraiment sur toutes les facettes de ce territoire. Et contrairement, par exemple, à des littoraux où on a vraiment une montée du niveau de la mer prévue qui est extrêmement importante, où ça peut aussi condenser les inquiétudes et mettre en marche très rapidement. Là, on est sur une conjoncture où tout se mêle, et donc ça nécessite vraiment d'avoir cette approche systémique et intégrée et aussi adaptative. Donc, c'est-à-dire arriver à moduler les différentes actions, donc à la fois des actions sans regret, où on met en place des mesures qui sont localement acceptées, mais qui ne seraient pas porteuses de maladaptation par le territoire, des mesures de réduction de vulnérabilité, mais également de retrait stratégique, et jusqu'où, parce que là, ce rétro-littoral, quand on pense aux Alpes-Maritimes, il est complexe parce qu'il est il y a un relief extrêmement fort. Donc ça pose question sur comment on adapte ces outils qu'on est en train de travailler à ces différentes échelles au niveau local. Donc ça veut dire aussi comment on fait atterrir justement ces conventions, ces normes, ces enjeux pour les croiser avec les contraintes socio-spatiales du territoire. Et donc là, il y a 2 jours, on a mené le premier atelier dans le cadre du projet CASADAPT pour créer ce diagnostic territorial partagé, pour justement que cette prise de mesure, elle soit aussi faite par les acteurs du terrain et qui fasse remonter des enjeux que nous, on n'aurait peut-être pas vus ou pas identifiés avec la même acuité. Donc voilà, on est sur quelque chose d'encore en construction, mais l'idée, c'est d'arriver à faire ce pont entre ces différentes échelles, qui est aussi encore une gageure, mais sur lequel on est en très bonne voie. Voilà, et si vous avez besoin de plus d'informations sur le projet, c'est donc sur le site du Plan Bleu, et si vous avez aussi envie de me contacter pour le nourrir d'une manière ou d'une autre, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Colline. Alors, je vous invite à poser vos questions dans le champ questions et réponses. Alors, il y a une question qui est apparue sur... Voilà, ça fait 2 questions. Sur les indicateurs de durabilité, quelle forme ces indicateurs pourront prendre? Seront-ils un outil modèle utilisable? Alors, Michael, je ne sais pas si tu peux ou veux répondre à la question. Oui, merci pour cette question. Alors, pour résumer ce travail autour des indicateurs de durabilité, ces indicateurs de durabilité ne réinventent pas la roue. Je dirais que ce qui est intéressant dans ces indicateurs, c'est le fait qu'ils sont
élaboré à partir d'un format participatif et d'un dialogue avec les experts locaux qu'on a à chaque fois à nos côtés pour nous accompagner sur la donnée, sur tous les aspects vraiment scientifiques que Colline a mentionné dans sa présentation. Donc, à travers les ateliers, grâce à cette conversation entre la participation, toutes les contributions des parties prenantes et le travail des experts, on érige des indicateurs de durabilité qui permettent de suivre l'évolution des secteurs prioritaires identifiés pour la zone en question. Donc, ces indicateurs vont classiquement concerner l'eau, les risques naturels, les catastrophes naturelles, on peut avoir la pollution, etc., etc. Et ces indicateurs, on les met en relation de manière visuelle à travers ce qu'on appelle un diagramme AMIB qui résume ces indicateurs et qui les synthétise un peu pour qu'ils soient intégrés dans le plan côtier. Et c'est à partir de là que les décideurs et les personnes appelées à mettre en œuvre ce plan côtier peuvent décider ou non d'adopter ces indicateurs de durabilité pour leur propre système de suivi de l'évolution de leur littoral. Donc, ce n'est pas un modèle régional qu'on est en train de développer. On est en train de développer des indicateurs participatifs au niveau local qui sont donc contextualisés et qui correspondent à un site très spécifique à chaque fois. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Michael. On va passer à la prochaine question. Alors, je pense qu'elle s'adresse à Sarah. Quels échanges d'expérience y a-t-il avec des villes exposées depuis longtemps à l'élévation du niveau de la mer comme aux Pays-Bas? J'imagine qu'ils ont plusieurs décennies de recul sur le sujet pour différentes options d'adaptation. Oui, alors on avait organisé un atelier en Europe du Nord en novembre 2021 qui effectivement regroupait pas forcément des villes, mais des gestionnaires locaux des Pays-Bas et de Belgique et aussi d'Irlande. L'approche par rapport à la Méditerranée est quand même assez différente et sans doute un peu plus ancienne. Mais pour autant, dans la mise en œuvre, on n'est quand même pas à un stade non plus très avancé. Et il y a, comme en Méditerranée, un développement de protection dite douce, donc réensablement, rechargement des plages, qui sont pas forcément de très long terme. Mais ce qu'on voit se développer, par exemple, à Glasgow, qui est un exemple très intéressant, ou encore dans le sud de l'Angleterre, c'est des approches beaucoup plus dynamiques dans le temps, où ils mettent en place des trajectoires d'adaptation, donc qui permettent un peu d'articuler ces réponses à travers le temps. Mais c'est très important d'échanger au sein des régions et entre les régions, justement, pour apprendre des expériences, et c'est ce qu'on essaye de promouvoir avec le projet. Merci beaucoup, Sarah. Une nouvelle question. Avez-vous fait des analyses de gouvernance et avez-vous des indicateurs dans ce domaine ou des pistes pour surveiller sur le long terme ce secteur? Des analyses de gouvernance, des indicateurs. Alors, ça peut concerner plusieurs intervenants. N'hésitez pas à prendre la parole. Je peux me lancer, même si on n'est pas exactement sur cette formulation, mais effectivement, si on peut analyser les manières de faire, en tout cas pour le projet CasaAdapt, les manières de faire de l'action publique locale aussi, c'est-à-dire les enjeux, quel secteur, si on prend les différentes administrations, quel secteur est en charge de ces questions-là, comment on arrive à faire du transversal et de la transversalité, ça c'est extrêmement important d'analyser ce système de production donc d'action publique locale pour comprendre les leviers et les freins qui permettraient de mettre en œuvre des solutions d'adaptation qui soient viables. Donc il y a toujours ce travail de diagnostic aussi qu'il est important de faire
sans penser qu'il y a une bonne gouvernance, si on prend aussi ces grandes terminologies. Là, c'est de dire que voilà, il y a des manières avec des personnes aussi qui sont localement impliquées, ou localement ou non, hein, selon les échelles, mais qui vont être porteurs aussi de solutions. Et souvent, ça va être sur un secteur donné. Voilà. C'est aussi l'enjeu, le facteur humain qui est important, en tout cas de faire un état des lieux de la manière dont ça fonctionne et des éventuels dysfonctionnements est très important. Très bien, merci. Sarah, Michael, vous vouliez rajouter quelque chose? Pour ma part, je rajouterais simplement que ce qu'on fait, c'est en lien avec la gouvernance, la bonne gouvernance entre guillemets, ou les bonnes gouvernances sont des dispositifs qui permettent justement aux gens de se parler et de partager l'information, de se retrouver dans des plateformes qui permettent ce dialogue, qui permettent aux populations, aux ONG, à la société civile de faire partie de la conception d'une solution d'adaptation ou d'un projet de restauration écologique, etc., dès le départ. Donc, on essaye plutôt de mettre en place le contexte propice à des échanges. Donc, c'est ce contexte qui concerne la gouvernance pour donner une place à ces échanges pour informer vraiment la planification du littoral. Donc, il n'y a pas d'indicateur de long terme sur la gouvernance en soi qu'on applique, mais plutôt des indicateurs, je dirais, contextualisés à chaque fois, qui on essaye d'engager selon les défis principaux qui se trouvent dans une région. Pour faire bref, sur la région Tanger-Tétouan Hoceima, il faut engager les populations rurales qui se situent dans l'arrière-pays, par exemple, les populations agricoles. Donc là, en termes d'indicateurs, on va dire combien de gens qui représentent ces milieux-là a-t-on engagé, sur quelle durée, quelle a été la place qui leur a été permise, et je dis permise, j'utilise ce mot exprès, dans ce genre de dialogue pour informer ces processus à une échelle beaucoup plus vaste. Oui, je souhaiterais juste abonder dans ce sens. L'engagement des populations dans la prise de décision, c'est une donnée essentielle pour avoir des politiques d'adaptation qui soient le plus justes possible et qui répondent à des besoins socio-économiques. Et cette participation, elle n'est pas simplement dans l'élaboration des politiques, mais elle doit être aussi dans l'évaluation des politiques d'adaptation sur le long terme, pour justement s'assurer que les impacts de l'adaptation ne vont pas renforcer la vulnérabilité des populations. Et c'est l'enjeu de vraiment intégrer les populations sur le très long terme qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui est nécessaire quand on parle d'adaptation. Merci beaucoup. On passe à la prochaine question qui peut concerner tout le monde aussi, je pense. Alors, comment concilier entre l'adaptation qui doit se faire à l'échelle locale et l'absence de données justement à cette échelle? Je vais peut-être me lancer sur la question de Madame Maria Snoussi, qui concerne directement le travail qui est en cours au Maroc. Effectivement, j'ai eu la chance de collaborer avec Madame Snoussi sur la production d'une évaluation des risques climatiques de la région Tanger-Tétouan-Hoceima, du littoral méditerranéen, une évaluation sensible au genre en plus. Et ce qui transparaît de manière très claire dans ce rapport que vraiment la donnée à l'échelle locale manque à plein de niveaux, aussi bien au niveau des écosystèmes que des espaces construits humains, que des populations, etc. etc. Donc, l'adaptation qui doit nécessairement se faire à l'échelle locale et l'absence de données, c'est vraiment un défi majeur auquel on essaye
tous ensemble, je dirais, toutes les organisations qui sont ici, de répondre justement en essayant de soutenir les processus d'acquisition de données, d'interprétation de données, de partage de données, non seulement au niveau régional, mais en essayant de tendre vers le local. C'est un gros défi et qui empêche un peu, je dirais, le déploiement de solutions d'adaptation en mode dépliable acheté au supermarché qu'on pourrait transposer à travers toute la Méditerranée. Le contexte local est essentiel, il conditionne les réalités locales, évidemment. Et donc, si on n'a pas de données pour comprendre ces réalités locales, alors on est malheureusement un peu bloqué. Et d'ailleurs, si je peux continuer aussi sur voilà, la problématique qui est soulevée est aussi très importante parce qu'il y a cette incantation comme ça à adapter les territoires, donc de demander aussi très fortement aux territoires, aux villes littorales de s'adapter au changement climatique sans forcément avoir, et c'est là aussi tout le positionnement ambigu de ces différentes, quand on prend les différentes normes et conventions, il y a aussi cet enjeu d'adapter, donc il y a une production voilà, d'un ensemble de termes qu'il faut remplir pour être résilient, pour effectivement faire appel aux solutions fondées sur la nature. Donc on a un vocable qui est en train de se construire, un ensemble de paradigmes qui est important. Malgré tout, ce n'est pas comme l'atténuation où là on va pouvoir quantifier, on va pouvoir établir des indicateurs locaux quantifiés d'émissions de gaz à effet de serre en fonction des activités, etc. Là, il y a vraiment ce double enjeu d'enjeu très fort de devoir s'adapter, mais de dire en fait on laisse au territoire la capacité de le faire. Donc ça veut dire la capacité de produire leurs propres données selon la manière dont ils sont encadrés et entourés, avec l'ingénierie aussi qui sera nécessaire. Donc cette mise en relation entre territoires, donc qui est portée aussi par la plateforme Océan et Climat, est super importante parce que justement pour mutualiser aussi cette ingénierie et cette construction de données, c'est très très important. Et c'est une des manières, des seules manières aussi qui va permettre d'aller sur cette possibilité d'adaptation. Et donc, ça dépend des moyens alloués. Donc, ça veut dire aussi faire appel à des structures, à des organismes, à des fondations qui vont pouvoir permettre de créer cette connaissance-là de manière le plus fine possible. Je voudrais juste, c'est pas nuancé, mais il y a plusieurs types de connaissances et bien sûr la connaissance scientifique, physique, les données qu'on peut regrouper grâce à des instituts de recherche, des observatoires est très importante et c'est capital. Mais il y a aussi une connaissance locale et les populations ont aussi un savoir qu'elles doivent pouvoir, qui doit être intégré aussi dans la prise en compte des mesures de vulnérabilité et des mesures d'impact parce que les populations ont une connaissance de leur territoire, que ce soit à travers le temps, mais aussi à travers que des observatoires ne sont pas forcément capables ou des satellites ne sont pas forcément capables d'avoir cette connaissance aussi précise. Donc voilà. Les populations sont aussi producteurs de savoir. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question qui porte sur les acteurs qui peuvent être absents et restant à enrôler dans les différentes collaborations et initiatives d'adaptation. Donc, est-ce qu'il y a un type d'acteur qui se trouve peut-être plus absent dans ce genre de travail et comment faire pour les impliquer ? Alors pareil, c'est une question qui pourrait concerner les trois intervenants qui sont encore là. Je vais me lancer, mais Merci. dans un processus d'élaboration de ces stratégies d'adaptation, c'est extrêmement important d'identifier tous les acteurs qui vont être concernés par les politiques d'adaptation. Et donc, c'est très spécifique au territoire. Et ça dépend toujours, il n'y a pas de règles clés, mais c'est important d'avoir une approche notamment transgénérationnelle, d'inclure plus de jeunes, mais d'inclure aussi les populations âgées. Quand on parle de la Méditerranée, l'enjeu touristique est extrêmement important, donc on doit penser aussi à toutes les activités touristiques, aux touristes, aux résidences secondaires qui sont aussi des acteurs du littoral. Donc il faut avoir une approche intégrée et la difficulté, c'est aussi d'arriver à
communiquer, à informer ces populations, c'est peut-être un enjeu. Et donc avoir une approche de communication très variée, ça peut être aussi un enjeu important. On pense aux réseaux sociaux, faire appel à des local champions. On parle beaucoup de ce terme, notamment sur la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire une personne qui est capable un peu d'avoir cette impulsion auprès des populations qui peut être un acteur majeur. Voilà. Merci. J'avais aussi d'autres éléments de réponse sur cette question-là, aussi sur les acteurs absents. En fait, j'ai l'impression que selon les projets, ça va dépendre du périmètre qu'on se fixe et du périmètre envisageable aussi. Ça pose beaucoup de questions, c'est-à-dire si on parle du littoral, si je prends Casadapt, est-ce que le littoral, c'est un bien commun? Donc, c'est-à-dire qu'il faut remonter très loin en se disant le rétro-littoral est concerné, donc doit être impliqué dans les décisions communes. Jusqu'où on parle de rétro-littoral? Puis là, le concernement aussi commence à varier selon la distance au littoral et selon les pratiques. Et puis après, quand on pense aussi, par exemple, sur des fonds qui seraient des fonds nationaux, par exemple, consacrés à l'adaptation des territoires, il y a aussi ces débats qui sont importants. Dire, en fait, est-ce qu'il faut financer? Est-ce qu'il doit y avoir des fonds, des impôts qui sont prélevés à des échelles nationales, en fait, qui permettraient, par solidarité territoriale, d'aller travailler sur ces espaces-là? Est-ce que c'est que les littoraux? Est-ce que c'est des acteurs du littoral qui sont les seuls concernés? Et là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a aussi la loi climat et résilience, c'est vraiment ce concernement du littoral pour aménager son trait de côte de la manière la plus résiliente possible et se sentir aussi concerné par ces problématiques d'érosion, ce qui est aussi donc forcément un enjeu très fort, mais ça pose la question aussi, quid du reste des citoyens français, et est-ce qu'ils doivent avoir leur rôle à jouer sur le littoral, qui est aussi cette notion de patrimoine commun, et jusqu'où on va. Donc en fait, ça dépend du périmètre et peut-être des enjeux des projets et des programmes, mais ça, en tout cas sur les ateliers, c'est quelque chose qui revient. Est-ce qu'on est seul concerné en tant qu'acteur, ou est-ce qu'il faut aller chercher des échelles plus nationales, voire internationales? Merci beaucoup. Il y a une autre question de Taous Moulet qui est la suivante. Quelle est l'approche utilisée pour accompagner les collectivités dans le recul du trait de côte? Merci. Qui se lance? Pour fournir quelques éléments de réponse, alors il y a déjà un élément cartographique, cartographier ce trait de côte, recul de trait de côte, comprendre à quel phénomène on se frotte, effectivement, toujours de manière locale, contextualisée. Je dirais que pour accompagner les collectivités, il n'y a pas d'accompagnement venant de nous direct pour les collectivités sur ce phénomène-là. Plutôt un accompagnement qui permet aux collectivités de se mettre en lien avec les parties prenantes qualifiées au niveau local pour observer et contrer ce phénomène. Donc, à partir de son observation cartographique. Par contre, au niveau régional, nos collègues du CARPAP, dans le cadre du même programme, travaillent sur un indicateur régional par rapport au recul du trait de côte, comment le caractériser. Donc là, on change d'échelle. Et le dernier élément que je mentionnerai, c'est un exemple, celui du projet AdriAdapt, où là, nos collègues croates du CARPAP, avec d'autres partenaires régionaux, ont mis en ligne tout un ensemble de solutions d'infrastructures pour empêcher le recul du trait de côte de manière contextualisée sur le littoral croate notamment. Et puis c'est vrai que sur ces dimensions, pour l'accompagnement, il y a aussi tous les dispositifs juridiques qui commencent à prendre en compte un peu ces notions-là, sur aussi des schémas de cohérence territoriaux qui commencent à se dire, OK, si on fait une recomposition spatiale, ça veut dire aussi derrière qu'on peut aussi jouer sur
la zéro artificialisation net, sur cette imposition-là. Donc, travailler aussi un peu sur les référentiels juridiques, parce que c'est effectivement important de se dire qu'il faut recomposer, relocaliser, mais c'est aussi donner tous les outils nécessaires. Donc là, nous, on travaille aussi beaucoup sur les indicateurs quantifiés, indicateurs de vulnérabilité, les espaces aussi d'érosion, d'ennoiement. Enfin, par contre, c'est ça. Après, comment on accompagne juridiquement ces recompositions, ça c'est encore, enfin, c'est des enjeux justement de stratégie intégrée qui sont très importantes. Et c'est vrai qu'au niveau atlantique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le GIP Aquitaine, je pense, donc un groupement d'intérêt public qui travaille aussi beaucoup sur ces questions-là, parce qu'il y a des enjeux très forts sur ce trait de côte, donc qui sont porteurs de structures aussi locales ou régionales qui apportent beaucoup de solutions sur ces questions. Mais il reste encore toutes ces questions d'assurance, de gestion foncière qui sont extrêmement fortes. Donc en fait, il faut penser vraiment à l'échelle, à toutes ces échelles en même temps sur cette question de trait de côte. Merci beaucoup. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les traiter. Mais donc, avant de prendre la dernière question pour notre édition d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que vous allez recevoir après cet événement un email avec les contacts. Donc, on peut rester en contact et échanger sur ces sujets et vous allez pouvoir poser vos questions dans un autre format si nous n'avons pas traité votre question ici dans cette session de questions-réponses. Donc, la dernière question, elle vient de Paul Ursa qui demande « Caractériser la vulnérabilité suppose de disposer d'une panoplie de procédés de lutte contre l'érosion. Or, nous sommes démunis avec amalgame entre atténuateurs de houle et dispositifs de retenue des sédiments. » Alors, on est sur les procédés de lutte contre l'érosion. Comment on fait? Allez-y. Je ne sais pas, Sarah, si tu voulais réagir ou... j'ai l'impression que donc, les procédés ils sont extrêmement multiples. On va avoir effectivement des procédés d'ingénierie, de rester sur des digues, du réensablement aussi sur des processus plus doux. Enfin, il y a vraiment une panoplie d'ouvrages possibles et puis aussi une panoplie d'ouvrages impossibles. Donc ceux qui vont demander justement de relocaliser. Donc j'ai l'impression aussi que des fois c'est ce changement de paradigme qu'il faut opérer et qui est le plus complexe parce qu'il y a des phénomènes érosifs qui sont là et qui n'auront... Enfin, il y a aussi toute cette notion de comment on repense notre rapport au trait de côte, à cette fixation du trait de côte qui est là depuis des années, enfin, voilà, sur cette historique d'aménagement du territoire où on contrôle en fait, où on contrôle jusqu'au bout l'espace de respiration des espaces marins et de la mer, jusqu'où on propose d'aller pour faire autrement. Et j'ai l'impression que ce changement de paradigme, c'est aussi un peu ce qui est en train d'être porté aux différents échelons nationaux et internationaux. C'est qu'on a des outils, mais ils ne seront pas suffisants et pas toujours. Donc c'est ça aussi je pense qui est intéressant auquel il est intéressant de réfléchir. Oui, et puis je voudrais juste ajouter que toutes ces protections en dur, avec l'élévation du niveau de la mer, elles vont être de moins en moins efficaces, ou en tout cas, si on veut qu'elles restent efficaces, ça va demander des moyens financiers que la plupart des villes de Méditerranée ne pourront pas s'offrir. Les grandes villes pourront, mais les villes plus petites, qui ont des moyens plus limités, ne pourront juste pas en fait continuer à améliorer ces systèmes techniques. Donc il faut introduire plus de dynamisme en fait dans notre rapport au littoral. Je pense que c'est un peu le message où on s'accorde un peu tous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je suis désolée, on ne peut pas traiter toutes les questions, mais on va continuer, j'espère, les discussions avec vous par d'autres moyens et dans d'autres forums et événements, si vous voulez bien. Donc, pour nous, c'était vraiment l'occasion aujourd'hui de vous présenter notre travail actuellement en tant que centre d'expertise sur l'environnement et le développement sur quelque chose qui est particulièrement local. Donc, l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment quelque chose qui s'opère au niveau des territoires
et des solutions qui marchent sur un territoire ne sont pas forcément adaptées à un autre. Donc, d'où aussi la présentation de différents endroits sur lesquels on travaille, auxquels on s'intéresse et où les enjeux, les vulnérabilités, mais aussi les solutions sont différentes d'un endroit à l'autre. Alors, j'espère que c'était intéressant pour vous. Suite à cette 3e édition des rendez-vous du Plan Bleu, vous allez donc recevoir ce mail que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, avec non seulement les contacts des différents intervenants pour continuer les discussions, mais aussi le support PowerPoint d'aujourd'hui, et puis des matériaux connexes, donc rapports qui ont été évoqués lors des présentations, etc. Vous allez aussi recevoir des informations concernant la COP27, donc, qui va démarrer dans 10 jours, qui aura lieu donc, du 6 au 18 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et pour la première fois lors d'une COP, il va y avoir un pavillon Méditerranée. Donc pour ceux qui ne savaient pas encore, il va y avoir tout un programme d'événements parallèles dans le cadre de ce pavillon Méditerranée auquel on participe aussi, et on va vous transmettre toutes les informations concernant ces activités-là. Alors notamment, il y aura un événement parallèle le 12 novembre qui va porter sur l'adaptation côtière au changement climatique en Méditerranée en format hybride, donc ce qui facilite la participation à cet événement. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant pour vous et j'espère que nous restons en contact. Merci beaucoup à tout le monde, merci aux participants, aux intervenants et bien sûr aussi à nos interprètes, Harriet Bond et John Bilson, qui nous ont aidés à faire comprendre notre message dans 2 langues aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.